Ma femme, Laurine, a déclaré, à partir d'aujourd'hui, je suis dans une relation libre. J'ai répondu, moi aussi, et j'ai déjà trouvé une petite amie. Laurine est devenue blême. Pas question. C'est seulement pour moi. Tout s'est passé un mardi soir, juste après le dîner, dans le salon. Notre petit coin de normalité s'est transformé en zone de guerre. Laurine se tenait devant la télévision, les bras croisés, arborant ce regard qu'elle réservait habituellement aux disputes. Elle pensait déjà avoir gagné. « Je veux voir d'autres personnes », dit-elle d'un ton sec. J'étais en train de plier le linge sur le canapé. Au début, j'ai simplement ri. Je pensais que c'était encore une de ces expériences sociales bizarres, mais elle n'a pas ri avec moi. « Tu es sérieuse ?» ai-je demandé. « J'y pense depuis un moment », dit-elle, sa voix lente, presque récitée. J'ai besoin de me sentir à nouveau vivante, de ressentir une vraie passion, mais je veux toujours rentrer à la maison auprès de toi. J'ai laissé tomber la serviette. Alors, si je comprends bien. Tu veux une relation libre où tu es la seule à ouvrir des portes. Elle a eu un petit haussement d'épaule suffisant, comme si elle se montrait généreuse. Tu as toujours été stable, sûr. C'est ce dont j'ai besoin. Mais, mon amour, je veux me sentir désiré à nouveau. Convoité. Je mérite ça. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai gardé une voix égale. Eh bien, c'est pratique. Elle a haussé un sourcil, croisant les bras plus fermement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dis-je en me levant lentement, que tu voudrais peut-être savoir. Que j'ai déjà une petite amie. C'est laquelle a compris. Son sourire ne s'est pas seulement effacé, il s'est brisé. Elle a cligné des yeux, comme si je l'avais giflé. Quoi? Tu as dit que tu voulais la liberté, ai-je dit. J'ai juste été un peu en avance sur toi. Tu mens. Je n'ai pas bronché. Elle s'appelle Manon. Elle s'entraîne à la salle de sport. Nous parlons depuis des mois. Tu sais, ces soirées tardives où je restais au bureau? Ce n'était pas toujours pour le travail. Laurine a reculé comme si on lui avait coupé le souffle. Et puis, non, a-t-elle crié, sa voix se brisant dans la pièce. C'est seulement pour moi. La tension a claqué comme un fil électrique. Tu penses que tu peux me servir l'infidélité avec un sourire et ne pas t'attendre à ce que les mêmes règles s'appliquent? Tu voulais un laissez-passer, Laurine, pas une laisse. J'ai tout abandonné pour toi, a-t-elle hurlé en pointant le doigt sauvagement. Tu crois que je veux être avec une bimbo de salle de sport? J'essaie de grandir en tant que femme. Et j'en ai fini de me rabaisser en tant qu'homme, ai-je répliqué. La pièce tremblait à chaque mot, les voix rebondissant sur les carreaux de la cuisine comme des coups de feu. Ses yeux étaient maintenant vitreux, remplis d'incrédulité, de fureur et de panique. Je n'arrive pas à croire que tu me trahirais comme ça. Non, dis-je, la mâchoire serrée. Tu nous as trahis au moment où tu as dit que tu voulais plus tout en me gardant en attente. Elle est passée en trombe devant le canapé, renversant une lampe. Cette maison est à moi. Je n'ai pas bougé. Alors peut-être que tu pourras expliquer à ta mère pourquoi sa fille vient de briser son propre mariage pour la passion. Elle s'est arrêtée à la porte, furieuse. Tu le regretteras, a-t-elle craché. Je le regrette déjà, dis-je doucement. Depuis le moment où tu as ouvert la bouche ce soir. La porte a claqué derrière elle, un verdict final. Après cela, le silence s'est installé profondément dans la pièce. J'ai redressé la lampe, ramassé les vêtements et repris le pliage. Mes mains étaient stables, ma poitrine brûlait encore. Mais pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas moi qui étais confus. Je suis Julien, 37 ans, responsable logistique pour une compagnie de transport. Jardin en banlieue, 2 chiens, une Renault payée, et une femme qui pensait pouvoir réécrire les règles tout en gardant le contrôle du jeu. Elle voulait une relation libre. Eh bien, maintenant les portes sont grandes ouvertes, et pas seulement les siennes. Le soir suivant, juste avant le coucher du soleil, Laurine a descendu le couloir en flottant comme si elle était sur un tapis rouge, robe de soie, cheveux relevés, talons cliquant doucement sur le parquet. Son parfum s'est répandu comme de la fumée, doux et suffisant. Elle ne m'a pas regardé tout de suite, se laissant simplement admirer. J'étais assis sur la coudoir du canapé,
sirotant un café noir dans une tasse blanche ébréchée, observant en silence. Il n'y avait aucune émotion dans mes yeux. Pas de sourire, même pas de curiosité, juste un calme calculé. Laurine s'est finalement tournée vers moi avec un sourire étudié. « Alors ?» demanda-t-elle en lissant le côté de sa robe, « trop pour un premier rendez-vous ?» J'ai pris une lente gorgée, posé la tasse et me suis levé. Ça a l'air cher. Elle a penché la tête. Je pensais que tu serais un peu plus mature à ce sujet. Au moins poli. On m'a enlevé toute politesse, dis-je. Elle a balayé cela d'un rire. Détends-toi, Julien. Tu as fait valoir ton point de vue hier soir. Je reprends juste un peu de plaisir. Bien, dis-je en passant devant elle pour aller vers la porte. Profitant. J'ai bien l'intention, a-t-elle crié derrière moi. Ne m'attends pas. Je n'ai pas répondu. Elle est partie avec une dernière volute de confiance, les hanches se balançant comme si elle pensait entrer dans un film. La porte s'est refermée doucement derrière elle. J'ai attendu 5 bonnes secondes. Puis j'ai verrouillé le pêne dormant de l'intérieur et je me suis mis au travail. D'abord, j'ai changé la serrure de la porte d'entrée. J'avais acheté le nouveau jeu le matin même. Installation simple, travail de précision ou le genre de tâche silencieuse qui dit à un homme qu'il contrôle toujours sa maison, peu importe le bruit que quelqu'un d'autre fait. Clic, vis, tour. Puis vint le Porsche. J'ai dévissé l'ampoule du luminaire avant et l'ai jetée à la poubelle sous l'évier. L'obscurité est tombée sur le perron. À l'intérieur, j'ai éteint les lumières du couloir et je me suis tenu près de la fenêtre, observant la rue de derrière le rideau. Non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que j'étais prêt. Vous voyez, quand quelqu'un annonce qu'il enfreint les règles, il s'attend au chaos, au drame, aux supplications, à la culpabilité. Mais ce à quoi il ne s'attend jamais, c'est au silence, à un calme calculé. C'est ce qui les déstabilise le plus. De retour dans le salon, je me suis assis sur le canapé et j'ai laissé le calme s'installer. Notre maison, ma maison maintenant, ressemblait à un coffre-fort scellé. Chaque recoin, familier et calme. Et pourtant, sous ce calme, vibrait une tension que je n'avais jamais connue auparavant. Pas de la peur, pas du chagrin. De la stratégie. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai ouvert l'application bancaire commune, j'ai regardé les chiffres clignoter sur l'écran comme un battement de cœur patient. Tout était intact, pour l'instant. J'ai ouvert un deuxième onglet et j'ai tapé tranquillement, nouveau compte, nouveau mot de passe, nouvelle règle. Parce que si elle voulait voir ce que l'on ressentait en étant libre, j'allais lui offrir une place au premier rang. Non pas en argumentant, mais en retirant le paillasson de bienvenue. À 21h30, j'avais balayé le perron, passé l'aspirateur dans le couloir et allumé une seule bougie dans la cuisine. Non pas parce que j'avais besoin du rituel, mais parce que cette maison n'était plus un champ de bataille. C'était un échiquier, et je venais de faire mon coup. Il était exactement minuit 8 quand j'ai entendu le premier coup. Pas un toc, un coup. Des phalanges, peut-être une chaussure ou quelque chose de solide et de frénétique. Puis la voix est venue. Julien, ouvre la porte. Qu'est-ce que? Pourquoi la lumière est-elle éteinte? Je suis resté assis, les jambes croisées, la lueur de mon ordinateur portable étant la seule lumière dans la pièce. J'ai siroté un verre d'eau et j'ai écouté. Bang, bang, bang. Plus fort maintenant. Julien, tu fais ça sérieusement en ce moment? Tu te moques de moi. Je me suis levé lentement, je suis allé à la fenêtre avant et j'ai doucement écarté le rideau. Elle était là, Laurine, trempée de clair de lune et d'égo, les bras croisés fermement contre le froid de la nuit, le maquillage légèrement bavé. Que ce soit à cause des larmes ou du temps, je ne saurais le dire. Ses talons claquaient d'avant en arrière sur le porche comme une tempête arpentant sa propre fureur. J'ai tapoté doucement la fenêtre. Elle s'est retournée, surprise, puis son visage s'est tordu d'incrédulité. Tu es sérieux en ce moment? Ouvre la porte. J'ai déverrouillé le loquet de la fenêtre et l'ai entr'ouverte juste assez pour que ma voix puisse passer. Tu voulais la liberté, dis-je calmement. Voilà à quoi ça ressemble. Sa bouche s'est ouverte. Elle a même reculé d'un pas, comme si mes mots l'avaient poussée. La liberté ne signifie pas me laisser enfermer hors de ma propre maison, Julien. Non, dis-je, croisant les bras contre l'air froid qui s'infiltrait.
Cela signifie que tu sors en sachant qu'elle pourrait ne plus être là à ton retour. Elle a pointé violemment vers la porte. C'est aussi ma maison. C'était, dis-je. Tu as redéfini les termes hier. Les mains de Laurine se sont crispées en poing. Je suis allé à un seul rendez-vous, Et tu agis comme si j'avais incendié la maison. J'ai haussé un sourcil. Tu ne l'as pas incendié. Tu m'as tendu les allumettes et tu m'as mis au défi de l'allumer. Elle s'est approchée de la fenêtre, sa voix tremblante maintenant. C'est de la folie. J'essayais juste d'être honnête. Je suis revenu parce que je pensais que tu voudrais parler. Je ne pensais pas que tu... Point ne pensais pas que je ferais quoi, ai-je demandé en me penchant légèrement. Que je te prendrais au mot. Elle s'est mordue la lèvre si fort que du mascara a coulé sur sa joue comme un masque fissuré. Tu as changé les serrures. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la clé dans sa main un autre ancienne puis je l'ai regardée de nouveau. Je ne peux pas te croire, a-t-elle murmuré. Oh, moi je te crois, ai-je répondu. Je crois chaque mot que tu as dit sur le besoin d'avoir plus, de vouloir un nouvel amour, d'explorer la passion. Tout cela était parfaitement clair. Elle a enroulé ses bras autour d'elle, sa voix plus faible maintenant. Je te testais. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai gardé un ton égal. C'est ton erreur. Elle a cligné des yeux. Quoi? On ne teste pas les fondations pour s'étonner quand le toit s'effondre. Il y eut un long silence. Puis la vraie voix est venue, celle sous la fierté, celle qui s'est brisée. Julien, laisse-moi entrer, s'il te plaît. J'ai regardé son visage secoué, pâle, réalisant peut-être enfin que le sol n'était pas aussi stable qu'elle le pensait. Mais ma voix n'a pas tremblé quand j'ai répondu, va rester avec ton nouvel intérêt. N'est-ce pas le but? Elle a secoué la tête, les lèvres tremblantes. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était quoi, ai-je demandé, plus doucement maintenant. Sa voix s'est brisée. C'était moi qui me demandais si tu me voulais encore. Je voulais sentir que je comptais encore. J'ai fermé la fenêtre lentement. Pas claqué, juste fermé. Et alors que le joint se serrait, la finalité aussi. Je suis resté là, derrière la vitre, et j'ai regardé les épaules de Laurine s'affaisser, ses bras se serrant plus fort autour d'elle. Son souffle sortait en nuages. Elle a regardé autour d'elle perdue, froide, désarmée. La lumière du porche, toujours éteinte, la laissait dans l'ombre. Finalement, elle s'est assise sur la marche, a sorti son téléphone de son sac, a tapé et a attendu. Aucune voiture n'est venue. Elle a réessayé. Toujours rien. Et à travers ce silence, j'ai éteint la lumière du couloir, laissant la maison retourner à l'ombre. Comme tu le voulais. La liberté. Ce n'est pas toujours le frisson de la nouveauté. Parfois, c'est simplement le son de votre propre voix qui vous revient en écho quand personne n'ouvre la porte. Le lendemain matin, le monde semblait propre et serein. Ciel bleu, lumière chaude obliquant à travers les stores comme si la nuit n'avait pas eu lieu, comme si personne n'avait crié sur un porche ou pleuré dans le noir. Je me suis habillé en silence, blazer sombre, chemise claire, chaussures cirées ou le genre de netteté qui dit « je ne suis pas déstabilisé ». En allant au travail, j'ai fait un arrêt. Le hall de la banque était calme, sol en marbre blanc, plantes artificielles, jazz doux fredonnant depuis le plafond. Je me suis assis en face d'un jeune banquier nommé Milo poli, efficace, peut-être 26 ans. Il n'a pas posé de questions quand je lui ai tendu ma carte d'identité et souri comme si je passais une commande décontractée. J'ai juste besoin de geler le compte joint, dis-je. Tout doit être transféré sur mon compte privé. Elle ne réside plus à cette adresse. Milo a tapé sur quelques touches. Avez-vous accès aux services bancaires en ligne? Vous auriez pu faire cela de chez vous. J'ai souri légèrement. Oh, je sais. Mais c'était mieux de le faire ici. Clic. Fait. Juste comme ça, le robinet s'est fermé. Je suis sorti de la banque, les mains dans les poches et le soleil sur le visage. Pas de drame, pas de menace, juste le contrôle revenu à sa place légitime. À 10 heures, j'étais au bureau. Même café, même routine, même Julien. Cela a duré jusqu'à 11h47. Où est-il? La voix de Laurine a retenti dans le couloir comme un verre brisé.
Les téléphones se sont tus. Les claviers se sont arrêtés. Tous les regards se sont tournés vers l'entrée. Elle est entrée d'un pas décidé, portant de grandes lunettes de soleil et le feu dans sa démarche, brandissant son téléphone comme une arme. Julien. J'étais déjà debout près de la salle de pause, une tasse à la main, calme comme toujours. Je suis sorti juste au moment où elle passait la réception. Elle m'a vu et s'est arrêtée, arrachant ses lunettes de soleil. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle crié en agitant son téléphone. « Je ne peux pas accéder à notre argent. » Quelques collègues ont jeté un coup d'œil depuis leur bureau. Un des stagiaires s'est même penché en arrière sur sa chaise pour mieux voir. J'ai pris une lente gorgée de café. « Tu veux dire mon argent ?» Sa bouche s'est ouverte. « C'est un compte joint. »« C'était, dis-je simplement. »« Tu as choisi la séparation. » J'ai suivi. « Tu ne peux pas simplement me couper les vivres, Julien. » J'ai gardé un ton bas. « Laurine, c'est mon lieu de travail. » Elle s'est approchée, sa voix plus forte maintenant. « Tu penses que tu vas m'humilier comme ça ?» Je l'ai le compte comme si j'étais une inconnue dans la rue. J'ai souri légèrement. « Tu as raison. Un étranger a plus de droits légaux à ce stade. » Il y eut une vague de silence choqué derrière les murs de verre. Quelqu'un a toussé maladroitement. Les yeux de Laurine brillaient. Sa voix a baissé, mais elle s'est brisée. « Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Tu me punis. »« Non, dis-je doucement. Je me protège. » Elle a regardé autour d'elle et a réalisé combien de personnes regardaient, combien de visages essayaient de ne pas avoir l'air d'écouter. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en courtes inspirations. « Waouh !» a-t-elle murmuré. « Tu veux vraiment que les gens me voient comme une folle ?»« Non », ai-je répondu. Je voulais qu'ils me voient comme quelqu'un de calme. Sa lèvre inférieure a tremblé une fraction de seconde. Elle s'est retournée et est sortie en trombe, ses talons martelant le carrelage. J'ai regardé la porte se fermer derrière elle. Un instant plus tard, mon collègue, Jean, est passé avec des sourcils levés. « Tout va bien ?» J'ai souri légèrement. Juste un désaccord budgétaire. De retour à mon bureau, j'ai sorti mon carnet, j'ai tourné les pages de planning d'expédition et de délai, et j'ai griffonné une seule ligne dans la marge, elle est bruyante, mais je suis inébranlable. Ça a commencé doucement, comme une fuite derrière une cloison sèche. Quelques publications énigmatiques, un commentaire ici et là, puis le barrage a cédé. Le jeudi matin, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu la première mention, quand votre mari prétend être calme mais est en réalité un manipulateur qui contrôle tout. Énergie de narcissique. Pas de nom, juste assez de fumée pour laisser les gens imaginer le feu. Je n'ai pas répondu, j'ai juste fait une capture d'écran. À l'heure du déjeuner, ces réseaux sociaux étaient une performance à part entière, un carrousel de demi-vérités et de martyrs, chaque publication plus dramatique que la précédente. Il m'a enfermé hors de ma propre maison. Sans avertissement, sans conversation, il a juste claqué la porte et a agi comme si je n'avais jamais existé. Les gens parlent de violence psychologique comme si elle était toujours violente. Parfois, c'est juste le silence utilisé comme une arme. Chaque publication recevait des j'aime, des commentaires de soutien de ses amis, des gens que je connaissais à peine et qui agissaient maintenant comme s'ils avaient vu les coulisses de notre mariage. Certains m'ont même envoyé des messages directs. « Et mec, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère que tu vas bien. » Elle semble blessée. « Je pensais que vous étiez solides tous les deux. » Je n'ai répondu à personne. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau, preuve. Chaque publication, chaque commentaire, chaque modification au capturé, horodaté, archivé. Non par dépit, mais par préparation. Le vendredi, elle devenait plus audacieuse. Elle a posté un selfie. Des larmes parfaitement dessinées, les lèvres mordues. En légende, c'est difficile de parler quand on vous fait passer pour le problème, mais le silence protège les agresseurs, et je ne resterai plus silencieuse. Celui-là m'a touché différemment parce que ce n'était plus seulement à propos de moi maintenant. C'était une accusation. Pourtant, je n'ai pas réagi, je ne me suis pas défendu, je n'ai pas commenté. Au lieu de cela, j'ai envoyé les captures d'écran à mon avocat, Marc. Objet, diffamation. Examen immédiat requis. En moins d'une heure,
j'ai eu une réponse. Rassemblez tout. Nous agirons bientôt. Elle est en train de creuser sa propre tombe. Ne répondez à aucune publication. J'ai imprimé chaque publication et les ai étalées sur mon bureau comme les pièces d'un puzzle. En face d'elle, notre photo de mariage. C'était comme si deux versions de la réalité se regardaient en face. Mon bureau n'était plus seulement pour le travail, il était devenu ma salle de guerre. Silencieux, organisé, froid. J'ai gardé mon calendrier libre, j'ai participé à des réunions avec concentration. Mais chaque seconde de libre, je documentais, je triais, je préparais. Laurine voulait un public. Je constituais un dossier. Le dimanche soir, elle a posté une story avec une citation d'un influenceur en développement personnel. Les partenaires les plus cruels sont souvent les plus calmes. Ils vous brisent doucement pour que personne ne le remarque. Personne ne le remarque. Moi, j'ai remarqué. Et le tribunal aussi. La fête avait lieu dans une salle de réception confortable, louée près de la périphérie de la ville, lumière tamisée, jazz léger, plateau de fromage hors de prix, et ce silence étrange que les gens gardent quand de vieux amis se retrouvent dans des circonstances plus nouvelles et plus compliquées. C'était l'anniversaire de Luc. Lui et moi avions été colocataires à l'université. Des amis communs venaient de tous les horizons aux comptables, enseignants, agents immobiliers et dans le cas de Laurine, des sympathisants. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne, mais quand elle l'a fait, elle s'est assurée que tout le monde le sache. Elle portait une robe vert pâle, du genre qui lui donnait un air innocent sans effort. Elle souriait vivement, serrait les gens dans ses bras trop longtemps et riait trop fort, une performance avec un verre de vin dans une main et de l'apitoiement dans l'autre. J'étais au bar quand ça a commencé, discutant avec Clara, une de mes anciennes collègues, et sirotant un verre de cognac, lentement et régulièrement. Puis je les ai vues approcher toutes les trois, Mélissa, Diana et Rebecca, le cercle de Laurine, des amis qui m'avaient toujours regardé comme si j'étais le chanceux. Elle n'était pas méchante, juste profondément loyale envers elle. Julien, dit Mélissa en offrant un sourire étrange. Nous espérions te parler un mot. J'ai fait un petit signe de tête, sans bouger. Diana a foncé. Nous avons vu ce que Laurine traverse. C'est difficile, évidemment, et ce n'est peut-être pas notre place, mais, j'ai pris une gorgée et j'ai regardé la glace craquer. Mais elle a du mal, dit doucement Rebecca. Avec le loyer, la nourriture, les choses de base. Vous êtes toujours mariés, techniquement. Tu devrais l'aider. Cela m'a fait rire, juste un petit rire froid et bref par le nez. Les yeux de Mélissa se sont rétrécis. Qu'y a-t-il de drôle? Je l'ai regardée, les yeux dans les yeux. Elle n'est plus ma femme. Diana s'est raidie. Vous êtes toujours légalement, elle y a mis fin émotionnellement le soir où elle m'a dit qu'elle voulait explorer l'amour ailleurs, dis-je calmement. C'était ça, le divorce. La paperasse ne fait que rattraper. Rebecca a jeté un coup d'œil vers la table où Laurine riait, entourée de gens qui n'avaient pas entendu toute l'histoire. Elle a fait une erreur, a proposé Mélissa, plus doucement maintenant. Tu l'as punie. Non, dis-je, me tournant complètement vers elle, mon verre de cognac à la main. Je ne me porte simplement pas volontaire pour financer sa rébellion. Si vous êtes si inquiète, peut-être que vous pouvez la soutenir. Ça a fait mouche. Rebecca a détourné le regard. Diana a dégluti difficilement. Mélissa a croisé les bras. Tu es sans cœur. Et elle était imprudente, dis-je. Action, conséquence. Elle souffre. J'ai hoché la tête lentement. Voilà à quoi ressemble la liberté. Juste à ce moment-là, Laurine nous a repérés. Elle s'est approchée, mi-curieuse, mi-sûre de son timing. Tout va bien, demanda-t-elle gentiment. Nous parlions juste de générosité, ai-je répondu en souriant légèrement. Il semble que je sois devenu avare. Son visage s'est légèrement crispé, juste un frémissement. Je ne leur ai pas demandé de te parler. Non, dis-je. Mais tu espérais probablement qu'elle le ferait. Sa mâchoire s'est serrée. Je n'ai pas besoin de charité. Alors tout ira bien pour toi, dis-je en levant mon verre. Diana a marmonné quelque chose et s'est éloignée. Les autres ont suivi. Laurine est restée. Tu ne ressens vraiment rien à propos de tout ça? J'ai croisé son regard.
je ressens beaucoup de choses. Mais les sentiments ne paient pas le loyer. Elle m'a regardé, les lèvres entr'ouvertes comme si elle allait argumenter, mais rien n'est sorti. Finalement, elle s'est détournée, retournant vers la chaleur de son cercle trié sur le volet, souriant à nouveau, plus fort qu'avant. Et moi? Je suis resté au bar, un verre froid à la main, la conscience encore plus froide. Je n'avais pas parlé à Erika depuis plus d'1 an. Elle avait toujours été plus l'amie de Laurine que la mienne, silencieuse lors des rassemblements, vive quand elle parlait, jamais du genre à s'attarder. Alors, quand elle m'a approché ce soir-là, juste après que Laurine ait disparu dans sa chambre d'écho de sympathisants, je m'attendais à une autre pique polie dans un gant de velours. Au lieu de cela, elle a appuyé un bras sur le bar, a haussé un sourcil et a dit « Tu as géré ça mieux que je ne l'aurais fait ». Je me suis légèrement tourné vers elle. « Je ne savais pas que tu tenais les comptes. » « Je ne les tenais pas, dit-elle en sirotant quelque chose qui ressemblait à de la bière de gingembre, mais j'ai entendu la conversation. Tu as de la retenue, Julien. J'admire ça. J'ai fait un léger signe de tête. La plupart des gens ici n'en ont pas. La plupart des gens ici, dit-elle en jetant un coup d'œil vers la fête, pensent encore que le drame de Laurine est une sorte de performance artistique. Et ils ont tous trop peur d'admettre qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Cela m'a fait marquer une pause. Tu ne chuchotes pas vraiment, dis-je. Elle a souri légèrement. Bien. Qu'ils entendent. Erika s'est reculée du bar, la voix s'élevant juste assez pour flotter à travers la pièce. Vous savez ce qui est drôle, dit-elle à voix haute, face au groupe. Laurine a quitté un mariage qu'elle ne respectait pas, puis a fait semblant d'être surprise quand Julien a cessé de la protéger d'elle-même. Les regards se sont tournés. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Même le jazz du haut-parleur semblait baisser de volume. Diana la fixa. Pardon? J'ai dit ce que j'ai dit. La voix d'Erika était calme, délibérée. Vous vous êtes tous ralliés à elle comme si elle avait été jetée à la rue. Elle est partie. Julien ne l'a pas traînée. Il ne l'a pas exposée. Il a juste cessé de rattraper ses chutes. Laurine, à l'autre bout de la pièce, a plissé les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je suis honnête, répondit Erika, sans perdre le fil. Tu voulais jouer à des jeux d'adultes, Laurine. Mais tu ne voulais pas des conséquences d'adultes. Laurine a fait un pas en avant. Tu n'as aucune idée de ce qui se passait dans mon mariage. Erika a croisé les bras. Alors pourquoi en as-tu parlé sur Internet pour que tout le monde le voie? Silence. Erika s'est retournée vers moi, puis a fait un signe de tête vers la porte. Viens prendre l'air. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement suivi. Dehors, l'air de la nuit était vif et pur. La musique était étouffée à travers la vitre. Mes épaules se sont un peu détendues sans que je le veuille. Nous nous sommes tenus près de la balustrade sous une ampoule suspendue qui vacillait comme si elle ne pouvait pas décider si elle voulait rester allumée. Je ne m'attendais pas à ça, dis-je finalement. Elle a regardé de côté. Quoi? Que j'ai une colonne vertébrale? Non, ai-je ri. Que tu l'utilises pour ma défense. Erika a haussé les épaules. Je me mords la langue depuis des mois. Laurine agit comme si elle possédait la douleur, que cela lui donnait une autorisation morale de faire n'importe quoi. Mais toi, elle s'est arrêtée, tu es le seul qui a encaissé le coup et qui est resté silencieux. Ce silence a été mal compris. Oh, je sais, dit-elle, mais pas par tout le monde. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis elle a ajouté, tu sais, je disais souvent à Laurine qu'elle ne méritait pas ta patience. Et elle riait. Non pas parce qu'elle n'était pas d'accord, mais parce qu'elle savait que c'était vrai. Je me suis tourné vers elle. Et qu'en penses-tu maintenant? Elle a croisé mon regard. Maintenant, je pense que peut-être elle avait raison. Elle ne le méritait pas. Cela pesait lourdement entre nous. Pas amer, juste réel. Mais ensuite, Erika a souri et m'a doucement poussé le bras. Aussi, je n'ai jamais vu un gars démonter une tentative de culpabilisation aussi poliment. C'était assez impressionnant. J'ai ri doucement. C'est un talent que j'espère ne plus jamais avoir à utiliser. Trop tard, dit-elle en roulant des yeux. Tu es officiellement le personnage principal du drame. Et qu'est-ce que ça fait de toi?
Elle a haussé les épaules. Le personnage rebelle que personne n'a vu venir. Nous sommes restés là encore quelques minutes, côte à côte, sans beaucoup parler. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas l'impression d'être dans un combat. J'avais l'impression de pouvoir respirer. Le week-end suivant, Erika m'a envoyé un texto de nulle part. Il y a un café près du lac qui fait un incroyable latte à la cannelle. J'ai l'impression que tu pourrais en avoir besoin. J'ai fixé le message plus longtemps que je n'aurais dû. Puis j'ai répondu par 2 mots, choisis l'heure. Nous nous sommes rencontrés le dimanche après-midi. L'endroit était calme, niché derrière un fleuriste et une boutique pour chiens. Elle était déjà assise quand je suis arrivé, sirotant dans une tasse bleue ébréchée et tapotant un sachet de sucre contre la table comme si elle l'avait fait 100 fois. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment, dit-elle avec un demi-sourire. Je ne pensais pas que tu m'appréciais vraiment. Elle a ri. Je n'ai pas dit que je t'appréciais. J'ai dit que tu avais besoin d'un latte. Je me suis assis en face d'elle. Nous n'avons pas parlé de Laurine tout de suite. Au lieu de cela, nous avons divagué, livres, restaurants à emporter préférés, vieille musique que nous jurions d'aimer. C'était comme entrer dans une pièce que je n'avais pas visitée depuis des années. Pas romantique, pas encore, mais réelle. Finalement, la conversation a tourné autour, comme toujours. Elle ramenait toujours tout à elle, dit Erika en remuant sa boisson. Même quand tu faisais quelque chose de gentil, elle le tournait pour que ça concerne sa réputation. Je me suis adossé à ma chaise. Je pensais que j'imaginais ça. Tu n'imaginais rien, dit-elle. Tu étais juste trop loyal pour le dire. Il y eut une brève pause. La vérité, continua-t-elle, les yeux dans les miens, c'est que je n'ai jamais cru à toute l'histoire. Celle qu'elle raconte maintenant. Toi, le mari froid et sans cœur, ça ne colle pas. J'ai ri doucement. Je suis froid, pourtant. Maintenant, du moins. Non, dit Erika en souriant. Tu en as juste fini d'être contrôlé. C'est différent. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire simple mais pas désinvolte, comme si elle comprenait quelque chose que les gens continuaient de manquer. Après cela, nous avons commencé à parler davantage. De petites choses, des liens partagés, le même sec occasionnel. Un soir, elle m'a appelé à l'improviste. Sans avertissement. Sois honnête, dit-elle. Quel a été le pire moment? Je n'ai pas hésité. Le soir où elle a dit qu'elle voulait une relation libre, mais seulement pour elle. Erika a sifflé doucement. Ça lui ressemble. Accès total avec immunité totale. Et quand j'ai dit que j'avais déjà quelqu'un, ai-je ajouté, elle a pété les plombs. A crié. M'a dit que c'était seulement censé être pour elle. Erika a soupiré. Je suis désolé, Julien. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Tu as dit quelque chose exactement au moment où ça comptait, dis-je. La ligne est restée silencieuse une seconde. Puis, tu sais, dit-elle lentement, je me surprenais parfois à me demander ce que ça aurait été si tu n'avais pas rencontré Laurine en premier. Cela m'a coupé le souffle. Je ne pensais pas que tu me remarquais à l'époque, dis-je. Je remarque beaucoup plus que je ne le dis, répondit-elle. Je ne voulais juste pas être une autre ombre sous ces projecteurs. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine, fixant la vitre sombre. Et maintenant? Maintenant, je me fiche de qui me voit. Ce silence entre nous n'était pas gênant. Il était plein, lourd d'une bonne manière. Tout n'était pas guéri. Tout n'avait pas besoin de l'être. Mais quelque chose de nouveau commençait tranquillement. Ça ne rugissait pas. Ça n'exigeait rien. Ça posait juste une petite question. Et si toutes les fins ne signifiaient pas que vous êtes seul? Les salles d'audience ont une odeur de vieux papier, de cire à parquet et de tension recyclée trop de fois. J'étais assis près de l'avant à côté de Marc, mon avocat, l'homme le plus calme de n'importe quelle pièce. Son costume était impeccable, sa mallette plus ordonnée que n'importe quel dossier de tribunal ne le méritait. Il m'a fait un signe de tête, comme si nous étions sur le point de mettre échec et mat quelqu'un dans une partie d'échecs qui attendait depuis des mois de se terminer. Puis les portes se sont ouvertes, et Laurine est entrée comme si elle montait sur scène. Robe noire moulante, talons qui résonnaient plus fort que nécessaire, maquillage impeccable un peu trop glamour pour l'occasion.
Elle riait avec son avocat comme si elle pensait que tout cela n'était qu'un ralentisseur sur son chemin pour revenir sur le devant de la scène. Elle m'a vu, bien sûr. Son sourire s'est aminci mais ne s'est pas effacé. C'était son talent, afficher la confiance sur un terrain qui s'effrite. Son avocat s'est penché et lui a chuchoté quelque chose qui l'a fait glousser. Quelques-unes de ses amies étaient au dernier rang. Je ne les ai pas regardées. Erika est entrée juste après. Elle portait du gris subtil, posé. Pas une once de drame dans sa démarche. Laurine s'est tournée vers elle avec des sourcils levés. Vraiment? Tu es vraiment là? Erika n'a pas répondu, s'est juste assise 2 rangs derrière moi et m'a fait un petit signe de tête quand je me suis retourné. L'huissier a appelé la séance à l'ordre. Le juge Renaud est entré. Sans fioriture. Fin de la cinquantaine. Des yeux qui balayaient la pièce comme des phares sur une route sombre. La salle d'audience s'est instantanément tue. L'avocat de Laurine a commencé par un monologue sur la détresse émotionnelle, le traitement injuste qu'elle avait subi et le silence vengeur que j'avais utilisé pour la manipuler après la séparation. C'était dramatique, coloré, un scénario complet d'auto-victimisation. Je n'ai pas réagi. Marc s'est levé à son tour. Monsieur le juge, dit-il en posant un dossier sur le banc, nous aimerions soumettre ces captures d'écran de réseaux sociaux comme preuve, chacune publiée par madame après son départ du domicile conjugal. Le juge a commencé à les feuilleter. Marc a continué, calmement, voici la publication où elle qualifie monsieur D émotionnellement abusif. Et ici, où elle insinue qu'il l'a physiquement enfermé dehors sans raison. Et une autre où elle l'accuse de contrôler les finances alors qu'elle était désespérée et isolée. Toutes publiées publiquement. Toutes fausses. Laurine s'est agitée sur son siège. Le juge n'a pas dit un mot, a juste continué à lire. Puis Marc a fait un geste. Nous avons également un témoin, Erika Langford. La tête de Laurine s'est vivement tournée vers l'arrière. Tu te moques de moi. Mais Erika était déjà debout. Elle s'est avancée vers l'avant avec une confiance calme, a prêté serment et s'est assise bien droite. Mademoiselle Langford, dit Marc, pouvez-vous dire à la cour ce que madame vous a confié concernant ses intentions pendant la séparation? Erika a regardé droit devant elle. Elle m'a dit qu'elle voulait faire du mal à Julien. Elle a dit qu'elle espérait que les gens se retourneraient contre lui, que si elle passait pour la victime, elle pourrait contrôler le récit et peut-être obtenir un soutien financier par culpabilité. L'avocat de Laurine s'est levé d'un bond. Objection. Oui dire. Citation directe, monsieur le juge, répondit Marc. Et nous avons des messages textes pour étayer cette déclaration. Soumis comme pièce à conviction 14. Le juge a levé une main. Rejeté. Continuez. Erika n'a pas fléchi. Elle m'a aussi envoyé des photos d'elle en train de pleurer avant de les publier. M'a demandé de choisir celle qui avait l'air la plus brisée. Ces mots, pas les miens. Des murmures ont parcouru la salle derrière nous. Laurine s'est levée. Tu es une traîtresse, Erika. Le juge a frappé une fois avec son marteau. Asseyez-vous, madame. Maintenant. Laurine s'est assise, mais le vernis s'était fissuré. Ses lèvres étaient serrées. Ses ongles tapaient rapidement contre la table. Son avocat chuchotait furieusement, mais la panique dans ses yeux s'était déjà propagée. Le juge a pris une grande inspiration, puis l'a regardée directement. Madame, sur la base des preuves soumises et du témoignage fourni, je trouve vos déclarations calomnieuses dans l'intention et préjudiciables dans les faits. Vous avez publiquement diffamé monsieur avec malveillance et sans preuve. Il a fait une pause. Vous publierez une rétractation formelle sur toutes les plateformes où de telles publications ont été faites. De plus, vous êtes condamné à verser à monsieur 17 000 € de dommages et intérêts pour diffamation. La bouche de Laurine s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Erika et moi avons échangé un regard pendant une seconde. C'était tout ce qu'il fallait. Laurine avait joué la victime, mais dans cette pièce, la vérité s'est imposée avec des preuves à l'appui. Toujours là? Mettez un j'aime sur cette vidéo. Ça aide vraiment. C'était 3 jours après le verdict quand Luc m'a appelé. Mec, dit-il, déjà à moitié en train de rire, tu ne vas pas croire ça. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, remuant la glace dans mon verre. Et c'est moi.
Laurine envoie des messages aux gens, de vieux amis de l'université, des voisins, même ma femme, pour leur demander de l'argent. J'ai cligné des yeux. Sérieusement? Tout à fait sérieusement. Elle dit qu'elle a besoin d'aide pour régler un malentendu juridique. C'est comme ça qu'elle l'appelle. J'ai expiré lentement. 17 000 € doivent peser beaucoup plus lourd sans un avocat qui lui chuchote à l'oreille. Luc a reniflé. Le bruit court qu'elle a pris un travail de nettoyage de table dans ce bistrot à l'angle de la rue du Faubourg et de l'avenue de la Gare. Tu sais, celui avec les menus sur ardoise et les muffins hors de prix. Ouais, dis-je. C'était son endroit préféré pour le brunch. Maintenant, elle essuie les banquettes. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas souri. J'ai juste laissé le silence s'étirer une seconde. Puis j'ai dit, voilà à quoi ressemble la liberté. Luc a sifflé. Mec, tu as du sang-froid. J'ai secoué la tête. Pas du sang-froid, juste de la clarté. Il a fait une pause. Tu te sens mal parfois? Même un peu. Bien sûr, dis-je. À l'époque où je pensais que nous avions quelque chose de vrai. À l'époque où je passais des nuits à me demander ce que j'avais fait de mal. Et maintenant? Maintenant, je sais que je n'ai rien fait de mal. J'ai juste finalement arrêté de payer pour les erreurs de quelqu'un d'autre. La conversation a dérivé sur le sport et les projets du week-end, mais cette partie m'est restée longtemps après la fin de l'appel, car le karma ne se manifeste pas toujours par un éclair ou un gros titre. Parfois, c'est un seau et une serpillière, et un tablier en polyester. Plus tard dans la soirée, j'ai croisé Jason et Claire, des amis communs, dans une librairie du centre-ville. Nous avons discuté brièvement en sourire poli et les habituelles banalités. Puis Claire a baissé la voix. Laurine m'a appelé la semaine dernière. Elle avait l'air différente. Jason a ajouté. Désespérée. Elle a laissé entendre que tu la faisais souffrir exprès. Claire a dit prudemment, elle voulait que nous te parlions. Je suis resté silencieux un moment, feuilletant un livre relié juste pour occuper mes mains. Puis j'ai levé les yeux. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai écouté. Je lui ai donné de l'espace. Je suis resté silencieux pendant qu'elle salissait mon nom. Je lui ai donné la liberté qu'elle avait demandée. Jason a hoché la tête lentement. Et qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle a tout brûlé, dis-je. Maintenant, elle veut que quelqu'un d'autre couvre les cendres. Claire n'a pas répondu tout de suite. Puis, avec un petit soupir, elle a dit, c'est triste. Peut-être, dis-je. Mais c'est aussi juste. Et c'était la vérité. Laurine a fait ses choix, et la liberté sans responsabilité, c'est juste de l'auto-sabotage dans une plus jolie robe. C'était un jeudi après-midi quand Erika et moi nous sommes arrêtés au café. Pas pour le drame, pas pour le spectacle, juste pour un café. Une célébration. Une clôture. L'endroit était calme, un creux en milieu de service. La lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres, attrapant de petites particules de poussière dans l'air. Une douce chanson indépendante jouait en fond sonore, quelque chose avec du piano et de l'espace entre les notes. Nous sommes entrés main dans la main, un pas pressé, sans faire semblant, juste nous. J'ai tenu la porte pendant qu'Erika entrait, son rire flottant encore dans l'air d'une blague que je me souvenais à peine d'avoir racontée. Elle portait une veste bleu clair et ce sourire calme qu'elle n'affichait que lorsqu'elle n'essayait d'impressionner personne. Nous étions à mi-chemin du comptoir quand je l'ai vue. Laurine, penchée sur un seau près de la banquette du fond, frottant une tache sur le sol comme si celle-ci l'avait insultée. Ses cheveux étaient attachés en arrière. Pas de maquillage, pas de foule, juste elle. Elle a levé les yeux au son de la cloche au-dessus de la porte. Nos regards se sont croisés une seconde. Elle n'a pas bronché, n'a pas grimacé, n'a pas dit un mot, elle est juste restée immobile, serpillière à la main, les yeux nous suivant, Erika et moi, comme si elle regardait une version différente de la vie qu'elle pensait toujours contrôler. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas fixé. J'ai simplement hoché la tête une fois au calme, respectueux et c'est tout. Erika l'a remarqué mais n'a rien dit. Nous avons commandé 2 cafés, nous nous sommes assis près de la fenêtre et avons parlé de tout sauf d'elle, livres, voyages, si la cannelle a sa place dans le café infusé à froid ou les choses qui remplissent vos poumons quand vous expirez enfin tout le poids que quelqu'un d'autre a laissé derrière lui. Laurine est passée une fois pour essuyer une table près de la nôtre.
Ses yeux sont restés baissés. Pendant un moment, je me suis demandé si elle voulait dire quelque chose, un « désolé », un soupir, une supplique, mais elle ne l'a pas fait. Et ce silence en disait plus que n'importe quel mot n'aurait jamais pu, parce que cette fois, ce n'était pas elle qui contrôlait la pièce. Elle ne faisait qu'y exister. Alors que nous nous levions pour partir, Erika m'a de nouveau pris la main. Son pouce a effleuré le dos de la mienne. C'était étrange, a-t-elle murmuré une fois que nous fûmes dehors. Quelle partie, ai-je demandé. Regardez quelqu'un réaliser qu'il a construit sa propre solitude. J'ai hoché la tête. La liberté n'est pas une arme. L'amour n'est pas un jeu. Et s'éloigner de la loyauté ne semble fort que jusqu'à ce que vous nettoyiez des sols et que vous la regardiez passer à côté de votre table. Nous avons quitté le café avec des tasses chaudes, des